en fauteuil roulant, ça m'a rendu, non pas un garçon sérieux, mais voilà, de découvrir ma capacité d'aimer. Voilà, c'est ce que m'a apporté l'accident. C'est une vie exceptionnelle et que j'échangerais pour rien au monde. C'est-à-dire que j'échangerais pas cette vie-là, vraiment. Vous me dites aujourd'hui, bah là, vous êtes valide, vous marchez, vous courez même le 100 mètres en 10 secondes, mais jamais de la vie. Tout ce qui me rend heureux aujourd'hui, je l'ai rencontré ou il s'est créé autour du fait que je suis en fauteuil roulant. Les personnes handicapées représentent près de 5 millions d'individus en France, dont 2 millions sont à mobilité réduite, les PMR, comme on les appelle. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être ceux que l'on ne regarde pas en face. Ils veulent vivre une vie comme les autres, travailler, s'amuser et aimer. Comment les comprendre si ce n'est en vivant comme eux? 3 témoins, Ève, Julien et Essam, ont vécu cette expérience. Pendant une semaine, chacun s'est mis dans la peau d'un handicapé. Ils ont évolué dans toutes les situations de la vie courante pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. Oula. Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout. J'ai pas du tout envie d'être dans un bureau sur une fonction support. Vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. Que ressent-on quand on est l'objet d'une discrimination fondée sur sa différence? Quel regard les autres portent-ils sur vous quand vous êtes en fauteuil? Qu'éprouve-t-on quand la société n'a rien prévu pour vous? Comment un valide peut-il espérer comprendre tous ces problèmes sans devenir lui-même un handicapé? On se sent plus petit et du coup plus vulnérable. C'est ce que vont nous faire partager Ève, Julien et Essam. Car qui ne s'est jamais posé la question « Et si un jour j'étais en fauteuil roulant ?» Je m'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Dans ce 3e épisode, nos témoins valides, Ève, Essam et Julien, vont vivre de nouvelles expériences en fauteuil roulant. Voyager en train, faire du sport et des rencontres amoureuses. Le dernier, il m'a dit oui, on s'imagine pas qu'une jolie fille peut être handicapée. Ah bon? Ah bon? Aujourd'hui, en 2012 en France, un des problèmes majeurs auxquels sont confrontées les personnes handicapées reste les moyens de transport. Pourtant, la SNCF revendique depuis des années une meilleure accessibilité de ses trains. Qu'en est-il dans la réalité? Et les services mis en place fonctionnent-ils parfaitement? Quelles sont les conséquences des éventuels problèmes? Notre témoin, Ève, va vivre aujourd'hui une expérience en fauteuil roulant. En compagnie d'Audrey, paraplégique depuis 5 ans, elle va prendre le TGV direction Marseille. Ève a l'habitude de ce trajet lorsqu'elle est sur ses 2 jambes. Comment le voyage va-t-il se passer en fauteuil? Le train le plus rapide du monde est-il accessible aux personnes handicapées moteurs? Et son personnel formé pour les accueillir? Si pour une personne valide, prendre le train de nos jours est une chose aisée, cela peut s'avérer être un véritable parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite. Pour prendre le train, le plus courant, c'est de passer par le système de réservation Accès Plus, qui est un système dédié aux voyageurs handicapés, qui suppose par contre de s'y prendre au minimum 24 heures à l'avance. Bonjour monsieur. C'est OK pour être 6h10? Oui, tout à fait. Ça marche. Okay. C'est la première fois que vous prenez le train ou... Non, non. Non? Du tout. J'ai l'habitude. Tant mieux, moi aussi. Dans votre cas, c'est mieux. Les personnes handicapées ne peuvent de toute façon pas voyager de manière spontanée parce que le moindre voyage s'organise. Je ne peux pas, sur un coup de tête, prendre le TGV, par exemple, parce qu'il va falloir mettre en place des prestations d'accueil. Ou alors, ça va être à moi d'appeler, de tout mettre en place et d'aller en gare directement et de dire, voilà, c'était pas prévu, mais je vais devoir mettre en place telle prestation, telle prestation. Voyager quand on est en situation de handicap de manière spontanée, c'est très très difficile. Ça passe, c'est bon pour moi. Merci. Bon voyage. Merci. Au revoir. C'est toujours organisé pour que ce soit bien, mais il y a toujours des petits dysfonctionnements, des petites choses qui font que, à moins d'être habitué et de voyager régulièrement sur la ligne et du coup de prendre des habitudes, il y a quand même toujours des petits dysfonctionnements qui, avec le temps, j'espère, se régleront.
Des dysfonctionnements qui nous sont confirmés par un grand nombre de témoignages de personnes en fauteuil roulant. Christophe a 37 ans. Il est en fauteuil suite à un accident de VTT. J'ai rencontré des problèmes effectivement lors de certains trajets en train. Le problème principal que j'ai dû rencontrer, c'est tout simplement un wagon où il y avait peu de personnes, les gens sont descendus avant moi, la plateforme n'était pas présente, donc c'est tout simple, j'ai descendu mon fauteuil, je me suis mis par terre sur les fesses, j'ai mis mon fauteuil, j'ai fait descendre mon fauteuil en avant sur les marches. Une fois qu'il était sur le quai, heureusement il n'y a pas une grande distance, j'ai descendu tout simplement sur les fesses, je me suis transféré sur le fauteuil en prenant un risque de passer tout simplement entre la voie tout simplement et le train. On trouve des astuces. J'avais des contraintes d'horaire, de départ, donc il fallait bien que je sorte du train. Là, c'est un problème de communication. Et effectivement, des boutons d'appel, le temps d'appeler la personne, le temps de descendre, le train doit repartir. Si les personnes ne sont pas prévenues, je ne vais pas m'amuser à bloquer un train. Donc, je me prends par les fesses, comme on dit, tout simplement pour pouvoir essayer de me sauver de la situation. Il y a beaucoup de points positifs aussi, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit être tout triste et pouvoir rien faire. Au contraire, ce que j'ai envie de montrer, c'est que même si on a un handicap, ça ne nous empêche pas de voyager, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Audrey va accompagner Ève dans cette nouvelle expérience. Cet agent immobilier de 32 ans ne connaît pas le monde du handicap. Le regard que j'ai sur les personnes handicapées moteurs, c'est un regard vraiment compatissant. Je les plains. Ce que j'attends de cette expérience, c'est surtout de me rendre compte des difficultés que les gens qui ont ce type de handicap peuvent rencontrer au quotidien. Je pense que je vais découvrir beaucoup de choses et beaucoup de réactions auxquelles je ne m'attends pas du tout. Bon, mais on est à la gare de Lyon, là, on va aller faire un petit tour à Marseille. Allez, aussi pour visiter un peu sur les boutiques aussi. Pour corroborer ces témoignages, Ève et Audrey ont décidé de prendre le TGV pour aller à Marseille. Elles ont réservé leur billet à l'avance et c'est 30 minutes avant le départ du train qu'elles ont été convoquées. Il est 7h30, gare de Lyon. Le départ est à 8h16. Les deux jeunes femmes doivent tout d'abord trouver l'accueil réservé aux handicapés. Ça doit être par là. Ouais. Ah bah ouais, voilà. T'imagines, ce sera en période de vacances. Départ en vacances. Alors, c'est là, ouais, mais en fait, après, il doit y avoir un accès... Il doit y avoir marqué quelque chose, tu sais, de genre Access Plus ou... Ouais. On va lui demander. Je vais lui demander où ça se trouve. Bonjour. Excusez-moi, messieurs. Vous savez où c'est Access Plus, là, pour l'accueil des personnes handicapées? En haut? D'accord. Ok, mais merci beaucoup, alors. Au revoir. Alors, donc il faut qu'on reparte où, là? Mais il faut prendre l'ascenseur et... C'est super bien étudié, leur système, là. Mais c'est sûr que quand on connaît pas, le problème, c'est que... Bah non, mais enfin, il pourrait indiquer le truc un petit peu mieux, quoi. Ah oui, et l'ascenseur est en panne. Et l'ascenseur, il marche pas, en plus. Bah, youpi. Ça, c'est juste top. Ah, attends, il y a un autre accès au train handicapé, là. Alors... Mais là, ici, c'est un peu mal foutu, quoi. C'est super mal foutu. Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout. Ouais, tu vas découvrir ça aussi, les plaisirs des gars. Oh, putain. Et il faut faire combien de kilomètres, là, pour arriver à leur truc? Ils sont super organisés, les gars. Mais c'est super loin, tu dois faire tout le tour ici, quoi. Ah non, mais c'est n'importe quoi, ça. Oh, putain, mais c'est quoi? Putain, mais il y a de la pisse partout, sérieux? C'est ultra glauque. Ah non, mais c'est ignoble. On va apprécier l'intérieur aussi. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'être aussi propre. Bon, je te rejoins. Ouais. Attends, c'est là. C'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. C'est déjà pas évident quand on est valide, mais alors là... Bonjour, le parcours du combattant. Bonjour, monsieur. Excusez-nous, on cherche le service pour l'accueil des personnes handicapées pour prendre le photo. D'accord, ok, mais merci beaucoup. Ah, c'est au fond. Ah bah voilà, tout au fond, c'est tellement plus simple. Allez. C'est pour ça que les petites gares, c'est vachement mieux. Non mais sérieux, c'est mal foutu leur truc. Non, mais c'est super mal foutu. Tu tapes 3 km de détour pour
Enfin, je vois pas l'intérêt là. Ouais, pour aller... Bah ouais, ça devrait être plus court. Et en plus, quand t'es chargé et que tu arrives tout seul, c'est génial. Non, mais là encore, on a que juste un petit bagage parce qu'on n'y va qu'une journée, mais quand t'arrives avec ta grosse valise... Bonjour. On vient pour le train pour Marseille à 8h16. C'est du sport pour venir, hein? C'est du sport pour venir, il faut faire tous les détours. Je suis déjà épuisée rien que par le trajet. Et même en te perdant, tu marches moins. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'arriver une demi-heure avant. Parce que c'est tellement... Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver 25 minutes à l'avance et on m'a dit, mais non, c'était une demi-heure, pas 25 minutes. Quoi. Le gars m'a dit, sérieusement, il m'a dit, non, je vous prends pas. Donc sur le coup, j'ai cru qu'il rigolait et en fait, non, il me prenait vraiment pas, quoi. Donc j'étais accompagnée, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même été sur le quai et j'étais prête à y aller, à monter comme je pouvais parce que c'était un intercité, donc il y avait des marches à l'entrée. Donc j'étais prête à passer, à y aller à quatre pattes pour aller et que ma mère me plie mon fauteuil et me le mette dedans, quoi. J'étais prête à faire ça. Heureusement, il y a eu du retard. Donc le gars a pu nous amener, voilà. C'est en fait, en gros, en étant handicapé, on peut pas être spontané, en fait, voilà, de dire, voilà, j'ai un entretien, mais j'apprends le matin, un entretien le soir, on peut pas. D'accord. Allez. Au revoir. Merci, au revoir. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils nous ont pas proposé de nous pousser. Ils auraient quand même pu le faire. C'est un minimum, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, ça m'aurait traversé l'esprit. Surtout que c'est un service spécialisé pour. Donc, ils nous ont pas proposé non plus de prendre nos bagages. Donc, on a suivi l'agent qui était devant nous, parfois à côté, avec nos sacs et en se débrouillant. C'est vrai que généralement, ils proposent voilà, de porter le bagage. Bon, là, on n'était pas trop chargés. Mais c'est vrai que quand on vient avec une grosse valise, ben, on a quand même besoin d'un minimum de coups de main au moins pour la valise. Après, ils proposent toujours de pousser, tout ça. Moi, j'aime pas qu'on me pousse parce que bon, voilà, je peux le faire toute seule. Après, ça dépend de ce qu'on a. Si on fatigue plus facilement, il y en a qui vont demander. Moi, j'aime pas demander. Je préfère qu'ils me prennent ma valise que me pousser. Ouais, c'est bon. C'est juste que j'ai le sac derrière qui est un peu... Oh là là. Merci. Mesdames, Messieurs, survoilez votre attention s'il vous plaît. L'agent SNCF est actuellement en cours d'acheminement pour pouvoir vous débloquer les portes. Le conducteur n'a pas encore ouvert les portes. Ok. Ah oui, c'est les trains qui descendent, ils ont la rampe intégrée, ceux-là. Ouais, celui-là, il y a la rampe qui se lève, une petite rampe d'accès. Ouais, et après ça descend... Alors pour la montée dans le train, c'était cocasse. Alors je sais pas si j'ai pas eu de bol. Déjà, le conducteur du train avait omis d'activer l'ouverture des portes. Donc du coup, au lieu de rentrer en avance et de gêner personne, on est rentré quasiment en même temps que tout le monde. Donc on est passé devant, mais on est rentré quasiment en même temps que tout le monde, parce qu'il a mis un temps fou à activer l'ouverture des portes. Super, merci. Oups. Wouh. Merci beaucoup. Alors. Pour rentrer, c'est pas mal, quoi. Pour rentrer, c'est vachement pratique, ouais. C'est super pratique. Pour rentrer dans le train. Un truc qui se lève, qui se descend. Non, ça c'est pas mal bien étudié. C'est assez bien. On va voir comment ça va se passer pendant le trajet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Votre chef de bord et toute l'équipe TGV vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV à destination de Marseille. Oui, mais bon, c'est un peu Alors. C'est quoi? Oui, c'est cette toilette. Tu veux qu'on le joue? Ah ouais, non. Ah, ça va pas être. Ah. C'est vachement lourd avec le truc dessus. Ah, je peux pas le porter. Mais ouais, tu peux le défaire. On va passer, sinon je passerai pas. On va le mettre de l'autre côté. Mais non, parce que s'il est dans le couloir, moi je peux pas passer. Quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est pas non plus. Des fois, c'est un peu pressé, donc malheureusement, quand il y a une paraplégie, on peut pas non plus. Comme c'est la moelle épinière qui est touchée, on peut pas vraiment se retenir. Donc quand on le sent, c'est. Enfin, chez moi, par contre, c'est comme ça. Quand je sens l'envie, j'ai 5 minutes pour y aller, sinon je me fais dessus. Donc je pense que si on avait voulu demander un coup de main, il aurait fallu appeler. Donc le temps que la personne voie
ah mais tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Le temps qu'il arrive, et déjà s'il a vu le signal, parce que s'il n'est pas dans sa cabine, il ne verra pas. Donc on est obligé de prévoir. Sinon après voilà, il y a le système D, quoi. C'est pas très devant les gens, c'est pas très pratique. Mais il faut pas être pudique. Par exemple, des fois, c'était les toilettes qui s'ouvraient pas, qui étaient les toilettes handicapées, qui ne s'ouvraient pas parce qu'ils étaient en panne. Donc ça, sur un trajet de 6 heures de train, c'est un petit peu embêtant. Donc ce jour-là, j'avais dû demander au contrôleur. Ça avait pris pas mal de temps parce que c'était un peu urgent. Et en fait, le temps qu'il arrive pour déjà aller chercher les clés, tout ça, je m'étais uriné dessus. Donc, ce qui n'est pas forcément très agréable sur un voyage. Il est où le bouton d'ailleurs? Il est là. D'accord, moi j'en ai pas. T'en as pas? Non, moi j'en ai pas. J'ai une prise, mais j'ai pas de bouton. Non, mais c'est bon, ouais, il est là. Et là, si on veut aller se prendre un petit café ou un petit sandwich, Eh bien, il faut appeler. c'est le monsieur qui nous l'amène? Bah ouais, parce que nous, on peut pas y accéder, c'est des escaliers, donc... Ah oui. T'as envie de manger? Ou boire un Vas-y. truc? Ouais, on va se prendre un petit café pour se réveiller. Un petit café? Un petit café. Bon, Ah bah alors, déjà? Ça marche pas. Pourquoi ça doit s'allumer quelque part? Mais je sais pas. En principe, c'est ça. En principe, c'est un gros bouton rouge. Bon, mais on va voir s'il y a quelqu'un qui débarque. Ouais. Déjà 15 minutes et toujours personne pour s'occuper des deux jeunes femmes. Il m'agace à pas venir. Il m'énerve. Après, je crois qu'il y a un bouton d'alerte aussi dans les toilettes. Peut-être que celui-là marche. Peut-être. Comme si on ne voyait pas. Hop là. Ça va. Alors, Tu vas découvrir les... Oh, mais ça va, c'est assez large. il est où le bouton là-dedans? Je n'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. L'expérience touche à sa fin. Le TGV arrive à Marseille. Ce n'est qu'une fois l'ensemble des passagers descendus que les personnes en fauteuil roulant peuvent enfin quitter le wagon. Super, merci beaucoup. Oh bah écoutez, alors avec grand plaisir. C'est gentil. Au fait, on a eu un petit souci. Le bouton SOS ne marchait pas. Ah oui, on a appuyé, mais même on a Même dans appuyé les plein toilettes. de fois. Vous l'avez mis en fonction, non? Ah, parce qu'il faut le mettre en mettre en fonction. Il est allumé? Mais il n'y avait rien marqué. Hein. Non, bah c'est que le collègue de l'allée, vous l'a pas mis en fonction. Parce que logiquement, quand le bouton est en fonction, il est allumé rouge. Ah ben nous, il n'y avait rien. Ouais, il y avait que dalle. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Par contre, ils sont plus serviables, les gens. Ouais. Par rapport au service de la SNCF, c'est vrai que c'est quand même, enfin, sur le global, c'est quand même très bien organisé. Ils ont tout le matériel nécessaire. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui va pas. Soit c'est une ouverture de porte qui se fait trop tardivement, soit c'est les boutons dans le train que le contrôleur n'a même pas pensé à activer. Parce que ça peut s'avérer grave en cas de problème. Et puis c'est vraiment cette espèce de détour, mais totalement, mais vraiment, mais pas du tout sécurisant pour la gare pour accéder. Et puis en plus, c'est des personnes qui ont besoin de moins faire de trajet, justement. Alors, mais non, là, c'est juste tout un détour, limite le tour de la gare pour arriver au quai. Donc non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une simplicité au niveau de l'accès au quai déjà, qu'il n'y a pas eu du tout. C'est vrai qu'au niveau gare, c'était la première fois que j'ai autant galéré pour trouver l'accès en fait. Il faut faire tout le tour de la gare pour accéder à l'ascenseur.
Alors qu'une personne valide va juste prendre l'escalator ou l'escalier et va arriver directement sur le quai, quoi. Donc nous, on doit faire beaucoup plus finalement que les valides, alors que ça devrait être l'inverse. Sinon, le reste, après, voilà, c'est relativement bien passé. Après, c'est des fois des soucis d'organisation. Peut-être que c'est moi, peut-être qui aurait dû me mettre à la place d'Ève pour accéder plus facilement aux toilettes. Elle a été obligée de démonter les roues de mon fauteuil, de mettre mon fauteuil dans la partie bagage, donc c'est quand même relativement lourd, pour pouvoir accéder et aller jusqu'aux toilettes. C'est franchement pas très étudié. Finalement, sur le train, ils peuvent prendre que 2 personnes handicapées, quoi. On aurait été 4 en fauteuil, c'était impossible. Donc c'est vrai que c'est un peu quand même, c'est un peu sélectif un petit peu quand même. C'est un peu, c'est au premier arrivé finalement, bon comme pour tout, mais bon il y a quand même des centaines de places valides et finalement pour les handicapés il n'y en a peut-être que 2. Ces problèmes, nous les avons décrits au responsable de l'accessibilité à la SNCF, M. Devance, pour avoir son opinion et ses explications. Alors oui, on vous a parlé de dysfonctionnement dans notre service d'assistance. Je ne nie pas, ça peut arriver. Sur 200 000 ou 250 000 assistances par an, il peut arriver qu'il y ait des oublis. On peut parler du défaut d'activation des dispositifs d'appel pour les personnes en fauteuil roulant dans les trains, qui peuvent porter préjudice à la personne qui aurait besoin d'assistance. On peut parler aussi, et c'est le cas le plus grave, de l'oubli d'une personne dans un train à l'arrivée. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Bon, on y travaille beaucoup en essayant de revoir les procédures. C'est une question de formation. On est dans le domaine du service qui s'appuie sur des personnes, sur des agents. Et forcément, le zéro faute n'existe pas dans ce domaine. C'est pourquoi on mène beaucoup d'analyses, de retours d'expérience, comme on le dit parfois, pour essayer de savoir ce qui a cloché dans les cas sérieux et que ça ne se reproduise pas. Lorsqu'on est en fauteuil roulant, on croit souvent que la vie s'arrête, et notamment au niveau sportif. Pour cette nouvelle expérience, nous avons voulu montrer que le sport en fauteuil pouvait être pratiqué à très haut niveau. Il peut être aussi une source d'épanouissement, même si on est handicapé. Abdelghani Djalali, un des meilleurs Français en handi-basket, nous explique pourquoi. Je m'appelle Abdelghani Djalali, j'ai 31 ans, je suis administrateur informatique, je pratique le handi-basket en haut niveau et je suis atteint de la poliomyélite depuis mon plus jeune âge. Bon, on va enlever cela. Allez. Merci. Quand j'étais plus jeune, à l'école, effectivement, en étant la seule personne handicapée dans une école primaire un peu avec des personnes valides, j'étais un petit peu montré du doigt. Et petit à petit, lorsque j'ai commencé à pratiquer mon sport, qui est le basket, j'ai tout de suite été vu d'un autre œil, de par mes camarades de classe et aussi de mes professeurs. Donc j'ai remarqué que mes professeurs faisaient pas mal attention à ça et me demandaient, me prenaient un peu en exemple. Je dirais que la place du handicap quand on pratique un sport, elle est toujours là. On a toujours cette envie de bien faire et de quand même le dépasser, puisqu'il y a certains mouvements, certaines choses que je ne peux pas faire. Contrairement à d'autres de mes coéquipiers qui vont pouvoir faire des choses extraordinaires parce qu'ils ont un handicap moindre, j'ai toujours cette envie d'aller plus loin, de me dépasser, de faire mieux qu'eux, on va dire, alors que voilà, j'ai un handicap qui est un peu plus lourd que le leur, etc. Le handicap, il est quand même présent. Mais lorsqu'on est tous sur le même pied d'égalité sur notre fauteuil roulant, on ne se considère pas en tant que personne handicapée. Et vraiment, c'est magnifique dans ce sens-là. Pour cette nouvelle expérience, Julien va tester le sport en fauteuil roulant. Julien a 25 ans et il habite Paris. Il ressent une certaine appréhension à être en fauteuil roulant. Être en fauteuil roulant, c'est quelque chose, je pense, qui va être stressant pour moi. Je pense que c'est le regard des autres qui va plus me gêner. Que dans leur regard, il y ait maintenant plus de pitié parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je peux plus faire des choses tout seul.
Salut. Salut. Pour cette nouvelle expérience, Julien va découvrir le handi-basket. Il va jouer avec l'équipe de Meaux, équipe la plus titrée de France. Bon, on va s'initier un petit peu au basket, qu'est-ce que t'en penses alors? On y va, c'est parti? Moi je vous regarde. Toi tu nous regardes? Ah, d'accord, j'ai compris. Sympa. Allez, c'est parti, je te laisse avancer tranquillement. Merci. Vas-y. Voilà, tu remarqueras que le fauteuil il roule tout seul. Qui roule tout seul, tout simplement. Ouais. Et t'arrives à dribbler avec le ballon et en même temps tout à fait. Ça, je vais te montrer. Donc, vas-y. Là, je vois pas comment faire. Comment tu ferais déjà. Donc ça c'est une première étape. Voilà, tout simplement. T'as raison. Je récupère. Mais c'est pas facile du tout en fait. Voilà. Je vais commencer par le b.a-ba, c'est les règles d'abord. Ouais. Donc les règles, elles sont exactement similaires à celles du basket valide. Le terrain, c'est exactement le même, la hauteur du panier, c'est exactement la même. Ah, la hauteur du panier n'a pas changé par rapport au... Aucune. Ah, d'accord. Aucune différence. C'est vraiment la même. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, voilà, donc tu vas faire ton premier shoot. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Donc je te laisse avancer, tu prends de la vitesse. Ouais. Tu viens, direction le panier. Je te donne le ballon et tu shootes. Ouais. C'est pas magnifique ça? Pas mal pour un premier shoot. Super. Allez, vas-y. Voilà, la manipulation du fauteuil, ça a été beaucoup plus pratique que le fauteuil normal que j'ai utilisé. Parce que les roues sont plus en V, ce qui fait que je pivote plus facilement. C'est plus rapide aussi à faire rouler. Beaucoup plus pratique qu'un fauteuil normal pour se déplacer. Pas mal. Ouais. Dommage. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit match. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Faut y aller là. Ouais. Je sais pas si je vais être aussi performant que vous. Ouais. Alors c'est parti. Ah donc c'est moi qui commence. T'as le ballon, on y va. Soit tu avances. Tu peux passer la balle. C'est comme tu veux. Je te laisse avancer. Ouais. Tu places sur la gauche avec Guillaume. La gauche? Ouais, tu vas sur la gauche avec Guillaume. Putain, la vache, comment il faut pour être aussi rapide? Là. Vas-y Julien, passe par là. Ouais. Comment il a regardé son équilibre? Alors? Ça commence à être Tu crevant. ramènes un petit peu quand même, non? Ah ouais. C'est très physique. Ça fait mal au bras au bout de 2 minutes. Eux, c'est des sportifs de haut niveau. Moi, je n'ai jamais fait de basket de ma vie, encore moins en fauteuil roulant. Donc du coup, ouais, c'est très physique et c'est très dur. Ah bah écoute mon gars, tu vas pouvoir sentir que c'est un sport de haut niveau. Ouais. Vraiment. Après ce petit échauffement en compagnie de Julien, le vrai entraînement va pouvoir commencer. Et là, ce n'est pas le même niveau. Ça va? Ah ouais? Ouais, il est tombé, ils sont ferrés, non? C'est des sportifs de haut niveau. Enfin, ça se voit de toute manière. Ils ont une facilité dans leur déplacement avec le fauteuil. C'est incroyable. Les joueurs glissent, tournent, se heurtent et atteignent des vitesses surprenantes. Bon alors, t'en as pensé quoi? C'est vachement plus sympa que le basket en valide, je trouve. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il y a plus de cohésion d'équipe, il y a plus d'esprit. Bah, vraiment, je pensais pas du tout que des personnes en fauteuil pouvaient jouer encore mieux que des valides. Comme je t'ai dit, ouais, c'est du haut niveau. Tu as pu apprécier un petit peu ce que c'était que des sportifs endurants, en fait, et une envie de se dépasser, de faire plus que la nature nous a donné, tout simplement. Et faire plus que les valides, bien sûr. Pour moi, c'est la même facilité, la même dextérité que s'ils étaient sur les jambes. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, Samir, celui qui était en noir, j'avais l'impression que c'était le prolongement de son corps, en fait. Il utilisait sa machine avec tellement, mais vraiment tellement de facilité. C'était incroyable. On avait l'impression qu'il courait.
Pour les personnes handicapées elles-mêmes, c'est un message mais de liberté, de dépassement de soi, d'épanouissement. Moi, clairement, maintenant, sans le basket, je ne sais pas ce que je ferais. Je me sentirais pas bien. Je me sentirais pas bien, je serais pas bien. Je sais pas. Vraiment, il y a énormément de choses que j'ai trouvées dans le basket. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé une façon de me dépenser après mon travail, un exutoire tout simplement. Donc j'ai besoin de ça. C'est une drogue. Vraiment, c'est une drogue. Non, c'est un très très grand plaisir et un grand honneur de écoute, faire ça m'a fait super plaisir. Ouais, vraiment, hein, tu reviens quand tu veux. Ça marche. Vraiment, c'est avec grande joie qu'on t'accueillera. Mais merci beaucoup. Vraiment aucun problème. Merci. Moi, le sport m'a aidé à être au point physiquement, finalement, de pouvoir, que ce soit sortir du fauteuil, se mettre dans le fauteuil ou se déplacer avec le fauteuil. Ça m'a aidé à être vraiment à l'aise avec mon corps et avec un fauteuil. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le handicap, enfin, suite à un accident, il y a toute une reconstruction à faire. En fait, pour nous, c'est un peu comme une nouvelle naissance. Il faut tout réapprendre. Et le sport, ça va être une manière ludique, justement, de réapprendre à apprendre à se déplacer en fauteuil, à apprendre à être agile, à apprendre à se connaître soi-même, et puis à pouvoir repousser ses limites constamment, et puis s'ouvrir en fait, de nouvelles opportunités, et après repasser à chaque fois à un stade supérieur, quoi. La vie ne s'arrête pas avec le handicap. Chacun son sport pour s'épanouir. Le basket pour certains, l'escrime pour d'autres. Laurent François a été 2 fois médaillé olympique et il est champion du monde en sabre. Nous avons suivi un de ses entraînements dans sa région, en Auvergne. Là, on est dans ma salle d'armes, on est au cercle d'escrime de la Rapierre de Chamalières, là où je m'entraîne, on va dire, toute l'année, où je fais toute ma préparation pour les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe et les Jeux. Donc, et là, on va aller prendre la leçon au sabre avec mon maître d'armes. On va bosser, je ne sais pas combien de temps, c'est lui qui décide. Donc, je sais que je pose mes fesses, je ne sais pas quand je les lève. Donc, on est parti. Laurent François, 43 ans, paraplégique, équipe de France handisport escrime. Ça s'appelle un handi fixe et c'est indispensable à la pratique de l'escrime en fauteuil. Parce que pour l'escrime en fauteuil, on navigue pas sur la piste, on bouge pas sur la piste comme les valides, qui ont leurs jambes ou quoi que ce soit. On cale les fauteuils sur ces plaques, on prend la distance avec la crémaillère et puis après c'est simplement bouger avec le corps, avec le tronc et tout. J'ai eu mon accident en octobre 92 ou 94, je me souviens plus trop des dates à vrai dire. J'ai mis à peu près 5 ans, le temps de me retourner, le temps d'accepter le handicap, on va dire. Puis je faisais du sport avant, j'ai toujours fait du sport, donc c'est un truc qui me manquait. Donc faire quoi, ça, en handisport, c'était un peu compliqué, j'aimais le rugby, je ne voyais pas faire autre chose que du rugby. Et puis c'est au détour d'une soirée, j'ai rencontré un maître d'armes qui s'appelle Pascal Mage. Et il m'a demandé si je faisais du sport. Je lui ai dit que je ne faisais pas de sport. Il m'a demandé si je voulais essayer. Je suis venu essayer, puis j'ai accroché. Donc, et depuis, ça fait maintenant, ça fait 12 ans. Ah non, non! Je voulais retrouver dans le sport, je ne travaillais pas, je n'arrivais pas à trouver de boulot, c'était un peu compliqué. Donc j'avais besoin de retrouver, on va dire, une vie sociale, de retrouver des gens, de ressortir, de connaître du monde, de revoir du monde et tout. Et le sport m'a apporté ça. Donc au départ, c'était histoire, un exécutoire, on dit, un défouloir. Voilà, j'avais besoin de me défouler et tout. Puis je me suis fait prendre au jeu tout doucement. Compétition nationale, et puis première sélection en équipe de France, première Coupe du Monde. Et puis une fois qu'on a goûté à ça, on est accro, quoi. C'est comme une drogue, l'adrénaline. Ça manque, c'est... Bien vu. C'est vrai que si je fais un peu le point, on va dire un peu sur ma vie ou quoi que ce soit, quand j'ai eu mon accident, j'avais 24 ans, je me demandais ce que j'allais faire. C'est vrai que j'étais au chômage, comme
beaucoup de gens ou quoi que ce soit. Je savais pas trop où je partais. Donc j'ai eu mon accident. Il y a eu 5 ans quand même de rééducation, tout réapprendre à conduire, réapprendre à se déplacer en fauteuil, descendre des marches, descendre un trottoir, monter son fauteuil dans la voiture. Enfin, on va dire les gestes de la vie. Et en faisant le point, j'ai quand même pratiquement fait le tour du monde grâce au sport. Donc on va dire, entre guillemets, je dirais, grâce à mon fauteuil. Je suis parti au Brésil, je suis parti aux États-Unis, au Canada, en Chine, à Hong Kong, en Europe. J'ai la grande chance de prendre l'avion régulièrement et d'aller visiter les pays. Et tout ça, si j'avais été valide, je n'aurais jamais fait. J'aurais jamais fait d'escrime, j'aurais jamais fait de sport à haut niveau, puis j'aurais jamais voyagé dans le monde, quoi. Allez, on y retourne. On fait le même geste. Ouais. Ça peut être... Beaucoup de sports sont possibles si on est en fauteuil, même les plus extrêmes. La passion de Christophe n'a pas été diminuée malgré son accident. Avant mon accident, qui était en octobre 2002, c'était un accident de VTT de descente. Je pratiquais pas mal de sports d'high risk ou extrêmes comme plongée sous-marine, du parapente, du kite, du surf. Et quand j'ai eu mon accident en 2002, ça m'a donné une relativité par rapport à la vie. Mais lorsqu'on a touché à ces sports-là, en fait, c'est une drogue et on a besoin de cette drogue, en fait, tout simplement. Donc il y a un manque qui se crée au bout d'un an. Et je me suis rendu compte que tous les sports que je pratiquais, sport de glisse, voire un petit peu en marge, voire extrême, n'avaient pas été plus que ça explorés. Et donc j'ai décidé de me lancer dans cette voie. Donc à partir de 2003-2004, j'ai décidé de développer un châssis solo pour pouvoir naviguer en pleine mer, dans les vagues comme avant, retrouver les sensations d'avant. Le sport au travers de l'accident, ça m'a permis tout simplement de retrouver en fait les sensations que j'avais auparavant, de pouvoir partager les sports de glisse avec mes potes et puis surtout quitter le fauteuil, puisque quand on va être sur du ski nautique, qu'on va commencer à prendre des tremplins, sauter la vague d'un bateau, on va complètement oublier le fauteuil, on va être plutôt dans les prises en fait de sensations que l'on a, l'adrénaline qui va commencer à monter. Quand on navigue en kite dans des vagues de 3-4 mètres alors qu'on a certains potes qui n'osent pas sortir, et puis qu'on navigue et qu'on les regarde de loin et qu'on leur raconte comment ça s'est passé, il y a une certaine satisfaction d'aller au-delà des performances des personnes valides. Je m'appelle Auriane Lopez, j'ai 22 ans, je suis étudiante en 5e année de médecine et athlète, donc membre de l'équipe de France handisport depuis 2005. Je suis née avec une malformation de la jambe droite, donc une quasi-absence de fémur. Et je suis donc appareillée pour la marche et pour la pratique de l'athlétisme. J'ai commencé le sport depuis toute petite où je pratiquais dans des clubs valides. Et un jour, j'ai vu un athlète amputé courir à la télévision, Dominique André, qui était appareillé par le même prothésiste que moi. Donc j'ai demandé à mon prothésiste Patrick Ducrot de me faire une prothèse comme Dominique parce que j'avais envie de courir et de sauter, de lancer. J'ai fait mes premières compétitions et vu que les résultats sont arrivés assez vite, j'avais déjà les portes du haut niveau qui commençaient à s'ouvrir, donc j'avais qu'une envie, c'est y aller et porter le maillot de l'équipe de France et continuer. J'ai eu ma première sélection en équipe de France junior en 2005, donc j'ai participé 5 fois au championnat du monde moins de 20 ou moins de 23 ans, avec 8 médailles internationales, dont un titre de championne du monde junior en 2009 sur 200 mètres. J'ai été 3 fois championne de France, dont championne de France élite du 200 mètres en 2010. Maintenant, je me suis orientée donc sur le sprint, donc 100 mètres, 200 mètres et le saut en longueur. J'aime le sport parce qu'il me permet de me dépasser, de montrer qu'on peut être compétitif et avoir des objectifs malgré un handicap lourd. Et ça me permet vraiment d'assumer totalement la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, je pratique un sport que j'aime, je fais des études que j'aime, j'ai une vie que j'adore. Et si je devais recommencer ma vie à zéro avec 2 jambes, je pense que je le ferais pas. Parce qu'aujourd'hui, la vie que j'ai à 22 ans, même s'il me manque la moitié d'une jambe, je l'aime. Le handicap, c'est pas une fatalité et on peut vraiment être heureux avec. Moi, j'ai découvert le planeur
Et ça a été vraiment une très grande satisfaction dans le sens où une fois en vol en planeur, il n'y a plus besoin de l'utilité des jambes. On est tout à fait autonome avec les mains et donc on peut parcourir des distances importantes, voler longuement, en toute liberté et puis en toute autonomie, voilà, sans l'usage des pieds. Si pour certains le sport est une passion, d'autres en ont fait leur métier. Michael Jérémiaz est un des rares professionnels de tennis handisport. Moi j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je partageais mes passions sportives entre le ski et le tennis. 18 ans, j'ai un accident de ski, c'était plus compliqué d'un accident de tennis. Je me retrouve en fauteuil roulant. Quelques mois après, par hasard, je découvre le tennis en fauteuil. Un an après, à mes débuts, c'est-à-dire fin 2000, je deviens champion de France parce qu'étant bon joueur de tennis valide et ayant bien compris le déplacement en fauteuil, je deviens le meilleur joueur français un an après. Je deviens champion du monde en 2005, double médaille olympique en 2004. Je gagne tous les tournois du Grand Chelem en double, l'Open d'Australie, l'US Open en simple. Ça devient donc mon métier parce que j'en vis encore aujourd'hui avec les sponsors et les gains en tournoi. Je voyage à travers le monde. C'est une vie exceptionnelle et que j'échangerais pour rien au monde. C'est-à-dire que j'échangerais pas cette vie-là, vraiment. Vous me dites aujourd'hui, bah là, vous êtes valide, vous marchez, vous courez même le 100 mètres en 10 secondes, vous avez fini les études que vous aviez commencées, vous avez fait une maîtrise de langue étrangère appliquée, mais jamais de la vie. Tout ce qui me rend heureux aujourd'hui, je l'ai rencontré ou il s'est créé autour du fait que je suis en fauteuil roulant. Donc il faudrait être complètement maso ou schizophrène pour changer ça. Alors après, voilà, c'est très personnel. Je dis pas, et parce que je le sais, parce que j'en parle beaucoup, je connais énormément de gens en situation de handicap, c'est pas un message que tout le monde vous transmettra. Et je le comprends. Simplement, moi, mon handicap et la manière dont je le gère me pose beaucoup moins de problèmes que tout ce que ça a pu m'apporter. Dans nos sociétés modernes, il est parfois difficile de trouver l'âme sœur. Pour tout le monde, le vrai amour est de plus en plus rare. Qu'en est-il quand on est en fauteuil roulant ? La rencontre est plus compliquée, certes, mais à quel point ? Le regard de l'autre change-t-il ? Les rapports sont-ils faussés ? Et la sexualité dans tout ça ? Dans cette nouvelle expérience, Ève a décidé de rencontrer des hommes qu'elle aura connus sur Internet. Ce n'est que lors du rendez-vous qu'ils découvriront qu'elle est en fauteuil. Comment vont-ils réagir ? La chaise roulante va-t-elle être un obstacle ? Regarde ton programme là, ce soir. Eh ben ce soir, je vais rencontrer des jeunes hommes. D'accord. Ouais, par internet. Ok. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de rencontrer des garçons par internet ou... Sur internet, non. Non, jamais. Je préfère rencontrer des gens en direct que par internet. Voilà. Et si tu devais mettre une annonce sur internet, sur les sites de rencontres et autres, est-ce que tu le dirais d'entrée de jeu sur ton profil que t'es handicapé, que t'es en fauteuil ? Pas tout de suite. Non. Mais je pense que si tu discutes, je crois qu'au début, tu rencontres pas tout de suite les personnes. Je pense que au bout de plusieurs discussions, peut-être de commencer à lancer le sujet. Toi, t'as rien dit ? Non. Non. Voilà, ça leur fera la surprise. Ouais, ça va être assez étrange et puis je suis stressée là. Ça y est, je commence à stresser à mort. Mais bon, on va voir. Hein. Bon, mais on se retrouve tout à l'heure quand on aura fini tes rendez-vous. On se retrouve autour d'un verre et tu me racontes tout ? Je raconte tout en détail. Allez, bon courage à toutes, merci. Ève va découvrir la réaction des hommes. Mais comment vit-on les relations amoureuses quand on est en chaise roulante ? Mélanie a eu beaucoup de mal à envisager l'amour en fauteuil. C'est vrai que par rapport à tout ce qui est relationnel, etc., c'est vrai qu'en devenant handicapé, on sent au tout départ, c'est vrai qu'on se sent dévalorisé, on a du mal à s'accepter soi, donc on ne comprend pas en fait qu'on puisse être accepté par quelqu'un d'autre et aimé par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça a été vraiment... je pense que tant qu'on n'a pas passé ce cap de s'accepter, on ne peut pas apprendre à être aimé, en fait, à accepter justement l'amour de quelqu'un d'autre. Et du coup, au début, c'est vraiment dur de se dire... je sais que moi, j'ai dit non, mais je vais rester bonne sœur toute ma vie. J'ai refoulé tout, même les infirmières, elles m'ont envoyé des sexologues, des psychologues pour parler de tout ça et tout. Mais je dis non, c'est bon, je veux pas de ça, je suis la bonne sœur, c'est bon. Et bon, il était hors de question, en fait.
Et puis jusqu'au jour où je pense que je me suis acceptée et aussi tout simplement je suis tombée amoureuse en fait. L'amour dépasse tout, même le handicap. Christophe, lui, a connu sa femme avant son accident. Quand j'ai mon accident, en fait, je l'ai eu en 2002, on devait se marier en 2003 avec ma femme. Donc il y avait un engagement qui devait se faire. Et il s'avère qu'effectivement, lorsqu'il y a une fracture comme ça, avec le fait de vivre avec une personne paraplégique, automatiquement, il y a forcément une discussion qui se fait pour savoir aujourd'hui, est-ce que tu as envie de continuer avec moi? Je suis en fauteuil, je vais avoir certainement du mal à gérer en fait le fauteuil, il y aura un changement de comportement, changement d'humeur. Est-ce qu'on va pouvoir supporter ça ensemble? Donc je dirais après, ça dépend de la personne avec qui on vit, si il y a une bonne cohésion, s'il y a un passif, si au moment de la fracture, de l'accident, le couple était un petit peu, je dirais, en bascule. C'était pas notre cas et donc ma femme a décidé de me suivre et on s'est mariés en 2004. Le papa de ma fille, je l'ai rencontré sur un grand site internet de rencontres super connu. Et donc ça a fait un super résultat. J'ai eu ma petite fille et j'ai vécu une belle histoire super courte. Ça a duré 2 mois. Mais voilà, rien n'est impossible, quoi. Rien n'est impossible, certes. Mais la vue d'un fauteuil peut en refroidir certains. Pour cette nouvelle expérience, Ève s'est inscrite sur des sites de rencontres il y a quelques semaines. Elle a entretenu des rapports virtuels avec plusieurs hommes. Ce soir, c'est le grand soir. Elle va les rencontrer pour la première fois dans un restaurant équipé pour l'occasion de caméras cachées. Les hommes vont découvrir qu'Ève se trouve en fauteuil roulant. Quelles vont être leurs réactions? Vont-ils assumer cette situation? Bonjour, Ève. Olivier. Ça va et toi? Je t'en prie, installe-toi. Ça va, t'as pas eu trop de mal à trouver? Non. Non? Bon, bah, comme tu peux le voir, voilà. Choqué ou... Non, ça va? Non? Moi, je l'avais pas spécifié parce que bon, c'est pas quelque chose qui me... Ouais, c'est vrai. J'y pense plus vraiment en fait, donc je le spécifie pas. Puis, ouais. Bah après, au moins, tu sais la réaction des gens et ça cible déjà, quoi. Exactement, bonsoir, exactement, t'as tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Il me semblait bien t'avoir reconnu. Ça va? Ouais. Pas trop surpris? Bah un peu. Ouais, je me doute. Ça va, ça te dérange pas? Bah non. Non? Pour tous les rendez-vous, il y a d'abord une première réaction à la découverte du fauteuil. Une certaine surprise, plus ou moins bien dissimulée par les hommes. Non, c'est vrai. Je m'attendais pas, donc ça me fait pas. Ça te choque pas, ça te dérange pas du tout? Bon, tant mieux. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Ça va, pas trop étonné? Non. Non? Et ça va sinon parce que je ne t'avais pas prévenu de ma condition. Ah ouais, bah non, mais c'est cool. Non, je vais être sûre parce que bon. On dirait que de toute façon, si ça m'aurait dérangé, pour ça je t'aurais dit. Écoute, je me casse. Non, pas du tout, mais je pense que ouais, j'aurais été un petit peu, je sais pas, un petit peu gêné, un peu bloqué. Je pense que t'aurais ressenti que. Non. Mais c'est vrai que je l'ai pas ressenti du tout. Hein. Après la surprise, c'est le premier contact et les premières questions. Et donc? C'était arrivé comment? Un accident de cheval. C'est arrivé ici Accident, ouais, de cheval. Ah putain, Christophe Reeves. Non, parce que je suis chanceuse par rapport à lui quand même. Parce que lui, c'était ouais, la totale. Après, hein, je suis encore vivante. Je suis pas Christopher Reeves à être handicapé. Des recherches? Des recherches. S'il y avait possibilité ou pas? Ou c'est... On fait toujours un petit peu espérer au départ, mais bon. Non. Bah, vaut mieux avancer tel que c'est et puis voir éventuellement une bonne surprise, mais... Et sinon, pour beaucoup d'hommes, la curiosité l'emporte. Des questions sur son accident, sur sa condition, avec parfois un manque de délicatesse pour un premier rendez-vous, voire même une curiosité mal placée. on peut pas être... Mais disons que
Ça va, ça bouge. C'est juste moteur, il y a d'autres choses qui font. C'est-à-dire Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, je le mets à l'aise. Dis-moi. Tu sais, par exemple, des graines d'incontinence, ce genre de choses. Non. Moi, ça va, c'est... C'est pas très glamour, quoi. Tu vois, là, c'est du tout. Oui, là, je peux comprendre. En même temps, je te dirais peut-être pas dès le premier rendez-vous. Ah oui, tiens, j'ai des petits soucis. Non, je suis très, très honnête. Non. Parfois, chez certains hommes, les attitudes et les comportements sont ambigus. Mais si je te l'avais dit d'entrée de jeu, que j'étais en fauteuil, tu serais venu? Bah oui, là, tu ne me vexeras pas, t'inquiète pas. C'est sûr que j'aurais jamais imaginé ça. C'est vrai que c'est intimidant. Mais... non, c'est plutôt moi qui devrais t'intimider. C'est parce que forcément, ça te... c'est le premier rendez-vous, donc on entend... Bah voilà. C'est difficile aussi de... Comme ça, difficile. Mais alors, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, il y en aurait un deuxième? Moi, non, il faut que tu apprennes à me connaître, parce que moi, je suis peut-être... de toute façon, oui. Je suis pas quelqu'un, peut-être, qui te convienne, ça, non plus. Mais bon. Ève a senti que certains hommes ont peut-être été un peu hypocrites avec elle. Un discours politiquement correct et poli, mais au fond, une réelle gêne face au fauteuil. Mais ça va, ça t'effraie pas, toi, ce genre de situation? Je l'ai jamais vécu. Alors en fait, je sais pas du tout ce que ça... Mais justement, souvent, on est effrayé par l'inconnu. Non, si la fille est jolie, qu'elle soit debout avec Steve, c'est pas très important. Moi, ça me... Non, ça me fait pas... Je sais pas, il y a d'autres gens qui ont d'autres handicaps. Quelqu'un qui a psychologiquement ça va pas, j'aurais un peu de mal. Et toi, avoir une petite copine en fauteuil? Il y a des gens que ça peut rebuter a priori. Ouais. Je peux comprendre que ça puisse gêner des gens. Moi, j'ai pas de... Enfin, tu vois, j'ai pas ce genre d'a priori. J'espère ne pas en avoir. Audrey vient rejoindre sa copine Ève pour qu'elle lui raconte son expérience. Là, attends, j'installe. Plein de trucs à te raconter. Je commence dans l'ordre? Allez, vas-y. Allez, alors. Le premier, il était très sympa, très correct, je pense très honnête. Ça l'a vraiment pas gêné. Après, bon, sur le coup, pour prendre un verre, il se focalisait pas nécessairement plus que ça dans l'avenir, donc je sais pas s'il a réfléchi à la question. Mais en tout cas, il était honnête. Il n'était pas du tout choqué ni gêné du fait que je lui ai pas dit ou ce genre de choses. Et tu penses que tu aurais, par exemple, si tu avais prévenu avant que tu aurais autant de gens qui seraient venus, tu penses que c'était pas? Honnêtement, je pense pas. J'ai posé la question. Oui, mais forcément. Les gens se sont pris un peu au piège. Voilà, ils sont en face de moi, donc ils vont pas venir. Bah non, si tu me l'avais dit clairement, je serais pas venue. Non, je pense pas qu'il y en aurait eu autant. Je pense pas. Il y a un truc qui m'a fait rire, là, justement, le dernier. Il m'a dit, oui, on s'imagine pas qu'une jolie fille peut être handicapée. Ah bon? C'est une réflexion qui était assez intéressante. Pour certaines personnes, c'est vrai que le handicap est relié aussi au physique. Donc, ils voient quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un qui va baver, qui va être tout difforme de visage. Enfin, le stéréotype de l'handicap, c'est ça. Ouais. Donc, beaucoup de gens pensent que, en plus, quand tu es handicapé moteur, tu as aussi le problème mental. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est très important pour moi aussi de montrer aux gens. Mais que voilà, non, c'est pas parce que tu es handicapé que voilà, qu'il te manque un membre, que tu sois en fauteuil, que tu peux pas être déjà que tu as toute ta tête, voilà, que tu peux faire des études, que tu peux travailler et qu'en plus tu peux être sexy, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi et c'est les gens, ça les choque parce que bon, mais quand tu as un visage voilà, quand tu es joyeux et tout, pour les gens, des fois c'est pas normal que tu sois heureux en étant en fauteuil, quoi. Ouais, tu devrais être triste. Ouais, on devrait être enfermé dans notre coin et dans notre chambre en train de regarder la télé toute la journée et voilà. Même moi, je me dis souvent, je suis beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant mon accident. Et ça, ça en choque beaucoup. Il y a beaucoup qui me croient pas parce que je me dis, mais attends, c'est pas possible. Avant, t'avais tes jambes et tout, je fais, mais avant, j'avais pas cette maturité que j'ai maintenant. Et je profitais peut-être beaucoup moins maintenant qu'aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a permis aussi, mais moi aussi, de prendre cet accident m'a permis de prendre confiance en moi, même avec les garçons. Donc j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant qu'avant. Un truc du genre, oui, le plan speed dating, où tu vois quelqu'un toutes les 20 minutes, ou je sais pas quoi. Enfin, il a plus ou moins. Il y en a, par contre, c'est ça qui m'a. Et toi, alors, ça se passe comment? Comment ça se passe quand t'as un rendez-vous galant avec quelqu'un?
En fait, j'ai jamais de rendez-vous comme ça sur Internet. Généralement, je rencontre les gens en soirée ou chez des amis. Voilà. Donc après, les gens, quand ils viennent te voir, c'est que ça les dérangeait pas au moment. Sur le moment, c'est souvent sur le moment, ça dérange pas. Mais après, quand tu vois que ça commence à aller un peu plus loin, sur le long terme, des fois, ça gêne aussi un peu. Des fois, c'est des histoires de famille aussi, la famille qui apprécie pas quand ils te rencontrent. C'est vrai que c'est pas non plus évident des fois de projeter. Des fois, il y a des gens qui à long terme, parce que c'est vrai que les personnes, des fois, sont sur le coup, ça les dérange pas, mais après, il y en a qui se posent beaucoup de questions, alors que bon, je suis complètement indépendante, il n'y a pas besoin d'aide ou quoi que ce soit, quoi. C'est vrai que, non, après, je pense que c'est, même par rapport à tout ce qui suit après, c'est qu'il faut beaucoup en parler avec la personne. Si tu vois que la personne commence à s'intéresser, il faut pas lui mettre le tableau noir tout de suite, mais voilà, quand même parler de certaines choses qui peuvent pas se partir, quoi. Et il n'y a jamais un prétendant qui t'a vraiment posé une question mais totalement farfelue, qui t'a même limite choqué? Non, j'ai pas eu Jamais. Il y a toujours eu un respect, on va dire, avec ceux avec qui j'étais, quoi. Après, c'est sûr que dans la rue, il y en a toujours qui viennent te voir en te demandant des questions, genre, mais comment les hommes ils font pour vous aimer? Je fais, mais comme n'importe qui. Comme ça, sans raison. Oui, en soirée, des fois, à 2h du matin, c'est toujours agréable de rencontrer des gens qui viennent te sortir ce genre de bêtises, quoi. Ah ouais, ils disent, tiens, Après, voilà, je pense que par rapport à tout ce qui est. Les gens se posent souvent des questions, mais sexuellement, les enfants. Je pense que tu as dû avoir des petites questions. J'ai un petit peu amené le sujet pour avoir les questions, mais c'est vrai qu'ils se focalisaient pas jusque-là. Et à chaque fois, ils me coupaient court en disant oui, ce qui est normal en même temps. Hein, oui, voilà, quand première rencontre. Et les enfants, voilà, mais après, souvent, moi j'ai souvent eu des gens qui me disaient, même des amis avant, qui me demandaient, mais est-ce que tu peux? C'est certaines choses qu'on se pose la question parce que je leur dis non, c'est pas parce que tu es handicapé que tu dois être au couvent. Voilà, au contraire. Dans la prochaine émission, nos 3 témoins vont vivre de nouvelles expériences étonnantes. Et Sam découvrira les joies de l'avion quand on est handicapé moteur. Eve essaiera de rentrer en boîte de nuit en étant en fauteuil roulant. Vous préviens, il n'y a que des marches. J'ai un gros souci, c'est que notre ascenseur ne fonctionne pas du tout. Comme c'est un club privé, il y a des gens qui ont réservé à l'avant. Alors là, soirée privée, mon cul. Et Julien ira travailler. Julien, ça va? Et toi? Très bien. Que va-t-il se passer? Le comportement des gens va-t-il changer? Donc, on est obligé de planifier. John doit être à l'heure, je vois pas pourquoi moi je serais pas à l'heure. Donc, à moi de m'adapter par rapport à ça. Ce sera aussi l'heure des bilans. Nos témoins ont-ils été choqués par l'attitude de beaucoup? N'y a-t-il pas eu aussi quelques bonnes surprises? Ouais, j'en ressors changé. Là où je me suis pris une grosse baffe dans la gueule, c'est quand je t'ai rencontré et que tu m'as dit que ton accident c'était une deuxième chance. T'es en fauteuil depuis 5 ans et nous on a le moindre petit truc, le moindre petit rhume, on a l'impression de mourir, quoi. Mais finalement, tu rebondis parce que tu meurs à la fois. T'as qu'une vie, il faut en profiter, quoi.